Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Prenez un instant et on va ralentir. Parce que ce matin, ce n'est pas seulement une histoire que je vous raconte. C'est un miroir ancien dans lequel peut-être nous allons nous reconnaître. Et si un simple détail pouvait nous empêcher de voir l'essentiel? Et ce matin, le conte qui nous attend commence par un éclat de rire. Pas un rire joyeux, non. Un rire qui juge, un rire qui pique, un rire qui blesse. Alors entrons ensemble dans l'histoire du roi Barbe à Bec ou du roi Barbe de Grive, ou aussi Bec de Grive, parce que les frères Grimm ont donné plusieurs fois un nom un peu différent. Un roi avait une fille merveilleusement belle, mais si arrogante et si hautaine qu'elle ne trouvait aucun prétendant digne d'elle. Non contente de les renvoyer tous, les uns après les autres, elle se moquait encore d'eux. Un jour, le roi organisa une grande fête à laquelle il invita tous les seigneurs éloignés ou voisins qui avaient l'intention de se marier. Tous les hommes de rang sont invités, des rois, des ducs, des princes, des comtes. Toute la noblesse est là, alignée, comme si chacun attendait d'être choisi. Et la princesse passe devant eux, un par un. Mais le regard de la princesse ne voyait que les défauts. Aucun prétendant ne trouvait grâce à ses yeux. Et à chaque regard, une critique, une humiliation. Elle les regardait et elle les brisait avec des mots. « Oh, toi, oh, vous êtes trop gros. Oh, le tonneau. Oh, vous êtes trop grand. Oh, il marche mal. Oh, lui, il est trop petit, sans grâce. Lui, il est trop pâle. Oh, c'est la mort en personne. Lui, trop rouge, on dirait un dindon. Et lui, il est trop raide, comme du bois sec. » Eh oui, personne n'échappe à son jugement. Personne. Mais soudain, elle s'arrête devant un roi. Un homme digne, respecté, placé au premier rang. Et elle éclate de rire. Regardez son menton, on dirait le bec d'une grive. Et en un instant, elle ne voit plus un roi, elle ne voit plus un homme, elle ne voit qu'un détail. Et ce jour-là, elle lui donne un nom qui restera le roi Barbe de Grive. Mais avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur un nom. Oui, j'ai dit que c'était le roi Barbe de Grive, ou le roi Barbe à Bec, ou le roi Bec de Grive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a donné le nom, elle l'a comparé au bec d'une grive. Et est-ce que vous savez ce que c'est qu'une grive ? Pas du tout. Eh bien, la grive, c'est un oiseau. C'est un oiseau qui ressemble un petit peu à la femelle du merle. Vous voyez, à la femelle du merle, elles sont un petit peu marron. Et là, la grive, elle a à peu près la même taille. Elle a les pattes un peu rosées et elle a des petites taches sur le ventre qui est un peu blanchâtre. Oh, c'est voilà. Un petit oiseau alors, hein. C'est merveilleux. Voilà. Voilà. Mais cette vilaine princesse l'a comparée, voilà, au bec de la grive. Voilà. Donc c'est pour ça que, en une phrase, elle réduit un homme à une moquerie. Et voilà. Et derrière ce mot, se cache toute sa cruauté. Mais l'histoire ne fait que commencer, car son père le roi, excédé par l'attitude de sa fille, prend une décision irréversible. La princesse épousera le premier mendiant venu. La princesse supplie à son père son refus, mais son père ne céda pas. Et le lendemain, un mendiant arrive devant les portes du château. Il chante et joue une musique enchanteresse. Le roi l'entend et le fait entrer au château et lui dit « Oh,
J'ai trouvé ta chanson si belle que je te donne ma fille, la princesse, pour épouse. Oh, la princesse supplie de nouveau son père, mais le roi resta ferme. Le mariage est immédiat et la chute de cette orgueilleuse est brutale. Elle qui vivait dans le luxe découvre la pauvreté. Elle qui jugeait apprend à survivre. Elle doit cuisiner, travailler, vendre et échouer encore et encore, car elle ne sait pas faire grand-chose. Alors arrêtons-nous un instant, parce que ce que vit cette princesse, ce n'est pas qu'un conte, c'est un miroir. Et oui, l'orgueil, c'est se croire au sommet, alors qu'on est déjà en train de tomber. À force de regarder les autres de haut, eh bien, on finit seul. Les apparences, on voit un détail et on rate une personne. Ce que l'on rejette au premier regard, eh bien, est parfois ce qui aurait pu nous sauver. La transformation, parfois la vie ne nous punit pas, elle nous éduque. Ce n'est pas la chute qui nous change, c'est ce qu'on apprend en bas. D'ailleurs, une question, est-ce que quelqu'un un jour vous a déjà jugé sans vraiment vous connaître? Questions aux enchanteurs? Oui. Bah oui, bien sûr, ça arrive. Hein. Voilà, un regard, un mot, une étiquette, enfin voilà. Et soudain, on se sent réduit à quelque chose qui n'est pas nous. C'est exactement ce que fait la princesse, et peut-être que c'est exactement, voilà, ce qu'on peut recevoir parfois. Donc dans cette histoire, voilà, c'est qu'en fait les frères Grimm ont recueilli cette histoire, en fait, comme ils étaient beaucoup dans les auberges et autres, ils avaient récolté cette histoire, apparemment, qui s'était passée dans un château, d'une princesse qui était exécrable. Voilà. Donc, on va reprendre un petit peu la suite. Parce que la cérémonie est terminée, sans fête, sans joie. Juste une décision. Voilà, brutale. Le roi regarde sa fille et dit simplement « Il ne te convient plus de rester ici, suis ton mari ». Voilà. Et en un instant, la princesse, elle quitte le château, sans richesse, sans couronne, sans retour possible. Le mendiant la prend avec lui et il marche longtemps. Il traverse d'abord une grande forêt, une forêt magnifique, dense, presque magique. Et la princesse s'arrête émerveillée. Et elle demande à son mari, mendiant, à qui appartient cette belle forêt, elle demande. Et le mendiant répond calmement, « Oh, elle appartient au roi Barbe de Grive. Elle serait à toi si tu l'avais acceptée. » Et pour la première fois, la princesse ne se moque pas. Elle se dit en elle-même, hélas, pourquoi ne l'ai-je pas accepté? Ils continuent leur route. Et là, ils traversent une grande prairie, magnifique, lumineuse, paisible. Et la princesse demande encore, à qui appartient cette prairie? Et c'est la même réponse, elle appartient au roi Barbe de Grive. Et là, c'est encore le regret pour la princesse. Oh, pourquoi n'ai-je pas accepté? Et puis, ils arrivent devant une ville immense, riche, vivante. Et encore une fois, elle demande la princesse à qui appartient cette ville. Et il répond encore une fois qu'elle appartient au roi Barbe de Grive. Et oui, elle serait à toi si tu l'avais épousée. Et là, elle se dit, ah là là, pourquoi ne l'ai-je pas accepté? Et cette fois, le mendiant, il s'arrête et il dit à la princesse avec une pointe de dureté, « Mais il ne me plaît pas que tu regrettes un autre mari. Ne suis-je pas assez bien pour toi ?» Et ils reprennent leur route jusqu'à une cabane. Petite, misérable, presque rien. Oh, la princesse regarde autour d'elle, perdue. « Mais à qui appartient ce misérable réduit ?» Et la réponse tombe. « C'est ma maison, et c'est la tienne aussi. » Oh, le choc est brutal. Mais où sont les serviteurs? Il n'y en a pas. Ce que tu veux voir fait, tu dois le faire toi-même. Et là, tout commence. Allumer un feu, elle ne sait pas. Cuisiner, elle ne sait pas. Ses mains qui n'ont jamais travaillé ne savent rien faire. Le mendiant prépare même lui-même le repas.
Le lendemain, elle doit se lever, nettoyer, servir. Et les jours passent, les réserves diminuent. Alors le mendiant lui dit « Nous ne pouvons pas vivre sans travailler. Tu vas tresser des paniers. » La princesse essaie, mais l'osier est dur et lui coupe les mains. « Oh, ça ne va pas, ça ne va pas. Allez, file plutôt. » Alors elle file, mais le fil lui entaille les doigts jusqu'au sang. Et là, la phrase tombe, dure et sans détour. Le mari lui dit « Tu n'es bonne à aucun travail, me voilà bien tombée avec toi. » Et oui, la princesse n'est plus une princesse. Alors, ce passage, c'est une véritable descente, une chute, mais implacable. Chaque paysage est une révélation. Il passe par la forêt, la prairie, la ville. Tout ce qu'elle aurait pu avoir si elle avait regardé autrement. Voilà. Mais ce qui est encore plus fort, c'est la cabane, parce qu'elle ne perd pas un royaume. Elle perd ses repères, son identité. Elle ne sait rien faire, parce qu'elle n'a jamais eu besoin d'apprendre. Et là, ça devient un peu plus dur. Voilà. Est-ce une punition ou une initiation ? Mais une chose est sûre, elle commence à comprendre. Et oui, on réalise la valeur des choses quand elles ne sont plus à nous. Ce que l'on méprise un jour peut devenir ce que l'on regrette toute une vie. Elle avait tout, sauf le regard pour le voir. La chute n'est pas une fin, c'est un début qu'on n'a pas choisi. Et pourtant, ce n'est pas encore le moment le plus difficile, parce que la vie ne s'arrête pas à une chute. Elle continue, elle insiste, elle transforme. La vie va aller encore plus loin. Et c'est ce qui attend la princesse. Les jours passent et la réalité devient encore plus dure. Le mendiant regarde la princesse et lui dit « Je vais t'acheter de la poterie et tu iras la vendre au marché. » Et pour la première fois, la peur apparaît pour la princesse. Pas la peur de travailler, non, la peur d'être vue. Elle pense « Et si quelqu'un du royaume de mon père me reconnaît ? Si l'on me voit vendre des pots, comme ils vont se moquer de moi ?» Mais elle n'a pas le choix. Alors elle s'installe au marché, parmi les gens, parmi le bruit, parmi les regards. Et quelque chose d'étrange se produit. Eh bien, les gens achètent. Ils paient même généreusement. Certains lui donnent de l'argent, sans prendre même les pots. Eh bien pourquoi ? Parce qu'elle est belle, elle est souriante. Même dans la chute, son apparence continue de parler pour elle. Ils vivent ainsi quelque temps. Puis tout recommence. Elle revient au marché. Elle s'installe au coin d'une rue. Ses pots alignés devant elle, fragile comme elle. Et puis un jour soudain, le bruit, un cheval, un galop, un soldat ivre, en une seconde, tout est détruit. Les pots éclatent, se brisent et disparaissent. Et là, la princesse reste là. Elle pleure au milieu des débris. Que vais-je devenir ? Que va dire mon mari ? Elle ne pense plus à son père ni à son passé, elle pense à survivre. Elle rentre, elle raconte ce qui s'est passé, et la réponse tombe froide. Qui va vendre de la poterie au coin d'un marché ? Tu n'es bonne à rien. Puis il ajoute, je suis allé au château du roi. On a besoin d'une servante. Tu gagneras ta nourriture ainsi. Et là, le conte bascule encore. La princesse va servir. Et oui, ce passage est l'un des plus intéressants du conte parce qu'il ne parle pas seulement de pauvreté, il parle du regard. Au début, elle avait peur d'être vue, mais au marché, elle est vue autrement. Les gens ne se moquent pas, ils l'aident. Et bien pourquoi ? Parce qu'ils voient une personne. Pas un rang, pas un titre. C'est la première fois qu'elle est regardée avec humanité. Mais cette stabilité ne dure pas. Le soldat ivre, ce n'est pas un hasard, c'est le chaos, la vie, l'imprévu, ce qui détruit sans prévenir. Les peaux brisées, ce ne sont pas que des objets, c'est ce qu'elle essaye de reconstruire, sa dignité, sa place,
et tout vole en éclats encore. Mais cette fois, quelque chose a changé. Comme je dis, elle ne regrette plus son passé, elle a peur du présent. Et ça, c'est déjà une transformation. On peut tomber, mais le plus dur, c'est d'être vu en train de tomber. Ce n'est pas la pauvreté qui fait le plus mal, c'est le regard des autres. Quand tout se brise autour de nous, on découvre ce qu'il reste en nous. Elle avait peur d'être reconnue et elle va apprendre à exister sans titre. Les peaux se brisent, mais c'est son ancien monde qui disparaît. Et pourtant, ce n'est pas encore la fin de son chemin, parce que parfois, il faut perdre absolument tout pour être prêt à comprendre. Et c'est ce qui l'attend maintenant. Ce n'est pas une chute, c'est une révélation. Et donc la vie continue, mais désormais la princesse n'est plus qu'une servante. Elle travaille dans une cuisine. Elle nettoie, elle porte, elle se fatigue. Elle accomplit les tâches les plus dures. Celles qu'elle n'aurait jamais même regardées autrefois. Et pour survivre, elle cache dans ses poches de petits pots. Et dans ces petits pots, les restes du dîner, des miettes, ce que les autres ne veulent plus. Et c'est avec cela qu'elle nourrit sa vie. Et puis un jour, il y a un événement dans ce château. Le mariage du fils du roi. Donc le château s'illumine. Les bougies brillent. Les invités arrivent, riches, élégants, éclatants. Et elle, oh, servante qu'elle est, elle reste à la porte. Elle regarde, sans entrer, sans appartenir à ce monde. Et là, son cœur se serre. Elle voit ce qu'elle a perdu. Elle comprend ce qu'elle était. Et pour la première fois, elle ne regrette pas un homme. Elle regrette ce qu'elle était devenue. Elle pense à son orgueil. Elle pense à ses moqueries, à ses mots. Ce qu'elle a fait, sa méchanceté vis-à-vis des autres. Et les larmes montent. Elle a compris. Les serviteurs passent. Certains lui donnent un peu de nourriture, des mets raffinés, des restes précieux. Elle les garde comme un trésor dans ses petits pots. Et puis, soudain, oh, il y a la fanfare, les trompettes sonnent. Un homme approche, un prince, fait d'or, éclatant. Il la voit, il la remarque et il lui tend la main et lui dit « Viens danser avec moi ». Oh, mais elle recule parce qu'elle l'a reconnu. C'est lui, le roi Barbe de Grive, celui qu'elle a humilié. Oh, elle refuse, mais il insiste. Il la tire vers lui. Et dans ce mouvement, eh bien, tout bascule. Ses rubans se dénouent et ses petits pots tombent. Et le sol se couvre de restes, de miettes, de soupe. Et alors là, des rires cruels de toute la cour commencent à se moquer d'elle, comme ceux qu'elle avait elle-même provoqués autrefois. Et là, elle voudrait disparaître, être invisible, ne plus exister. Alors elle s'enfuit. Mais dans l'escalier, une main la retint. Elle se retourne. C'est lui, encore, le roi Barbe de Grive. Et cette fois, il ne se moque pas. Il lui parle doucement et lui dit « N'aie pas peur. Tu sais, le mendiant, c'était moi. Le soldat, c'était moi. Tout cela, je l'ai fait pour toi, pour briser ton orgueil. » Puis il ajouta « Maintenant, tout est terminé.
Depuis longtemps, je t'aime. Et nous allons nous marier aujourd'hui. Et en un instant, tout change. Les servantes arrivent. Les servantes l'habillent d'une robe magnifique. Son père entre, la cour est là. Et cette fois, il n'y a plus de honte. Il n'y a que de la joie. Une joie vraie. Une joie qu'elle n'aurait jamais pu comprendre avant. Et donc ce passage n'est pas seulement une fin, c'est une transformation, mais complète. Et oui, quand elle était en servante, la cuisine, ce n'est pas un hasard, c'est le lieu de la transformation. On y prend ce qui est brut et on le transforme, comme elle. Les petits pots, remplis de restes, ce sont les fragments de sa vie, ce qui reste après la chute. Et quand il tombe devant tout le monde, ce n'est pas juste une humiliation, c'est une révélation. Elle devient ce qu'elle faisait subir aux autres. Elle ressent, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle est prête. Le roi Barbe de Grive n'est pas seulement un roi, il est une épreuve, une leçon vivante. Il ne la détruit pas, il la transforme. Et l'amour dans ce conte n'arrive pas au début, il arrive après la chute, après la compréhension. Et oui, on peut ne pas comprendre vraiment les autres que le jour où l'on devient comme eux. La vie ne nous change pas comme on gagne, quand on gagne, mais quand on tombe. Elle riait des autres jusqu'au jour où les autres ont ri d'elle. Ce n'est pas la richesse qui fait la valeur, c'est le regard qu'on porte. Il ne l'a pas conquise, il l'a transformée. Et peut-être que ce conte ne parle pas seulement d'une princesse, peut-être qu'il parle de nous, de nos regards trop rapides, de nos jugements, de nos mots, et de ces moments où la vie nous apprend à voir autrement. Et c'est là que commence la vraie histoire. Il y a des histoires qui ne s'écoutent pas seulement, elles nous traversent. Et celle-ci, si vous tendez bien l'oreille, continue encore quelque part en vous. Parce qu'au fond, nous avons tous été un peu princesses, peut-être. Un regard trop rapide, un mot lancé sans mesurer son poids, un rire qui pour nous ne comptait pas, mais qui, pour quelqu'un d'autre, a tout changé. Et puis un jour, la vie, sans prévenir, change les rôles. Voilà. Et c'est là, dans cet instant fragile, presque invisible, que quelque chose de précieux peut naître. La compréhension, la douceur et l'humanité. Parce que peut-être que les contes ne sont pas faits pour nous endormir, mais pour nous réveiller. Réveiller notre façon d'aimer, réveiller notre façon de regarder, réveiller notre façon d'être au monde. Alors ce matin, dans ce moment suspendu, je vous laisse avec ce beau conte. Et peut-être quelque part, pas très loin, quelqu'un attend simplement un regard différent, un regard vrai, un regard humain, un regard qui ne juge pas. Parce que parfois, il suffit d'un regard pour briser quelqu'un, mais il suffit aussi d'un regard pour le réparer. Parce que derrière chaque visage, il y a une histoire que vous ne connaissez pas encore, et peut-être que votre prochain Barbe de Grive ne demande qu'à être reconnu. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Voilà, prenez soin de votre regard. Il est plus puissant que vous ne le pensez. Voilà, et je vous souhaite un matin rempli de douceur et de rencontres inattendues. C'était magnifique, ma très chère Aniska. Vraiment. Alors, on a Claude qui est sur le chat, qui te fait de gros bisous. Il a trouvé ça très, très beau. Il y a plein de commentaires également qui commentent le fameux conte. Et moi, j'ai trouvé, en fait, c'est comme si on découvrait la suite de Cendrillon en découvrant la vie de l'une de ses demi-sœurs. Ah oui, tout à fait. Tu vois, j'ai pensé à ça, parce que vu qu'elles étaient un petit peu rock'n'roll, les demi-sœurs, ça aurait été original. Oui, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien, non du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, tu nous as fait découvrir comme un conte qui n'est pas super connu. Comment tu l'as découvert, ce conte ?
Alors moi, tu sais, je regarde beaucoup les contes oubliés, en fait. Donc, j'ai toute une liste. Tu vois, je tape contes de Grimm, et par exemple, et je regarde même que ce soit Andersen ou Perrault, et je mets contes oubliés. En fait, tu fais dans ton moteur de recherche, tu tapes ça, contes oubliés ou contes pas très connus. Voilà. Et en fait, moi, je l'ai réalisé dans le miroir des contes. En conte animé. Sauf que je l'ai pas mis, alors j'ai mis en fait le roi Casse-Noisette. Parce que il pouvait être, enfin, il y a certaines versions qui l'avaient appelé le roi Casse-Noisette. Voilà, mais voilà. Et j'ai mis quand même dans le titre le roi Casse-Noisette ou le roi Barbabec. qui est pas facile à dire. Non. Et Barbabec, d'ailleurs dans Barbabec, tu as le mot barbe. Bah oui, mais j'ai pensé à Barbe Bleue, je me suis dit c'est une nouvelle version. Comme les barbes à papa. Oui. Bah moi j'ai pensé à Barbe Bleue, hein, rien à voir. Je me suis dit c'est son frère, qu'est-ce qui va se passer? Non, il est très gentil. Il est très très gentil, au contraire. Ouais. Parce que quand même, il a eu quand même une attitude. Il a voulu la faire changer, quoi. Et il l'a mis dans l'épreuve. C'est fou. Et c'est magnifique. Il y a Julia qui te remercie. Elle dit merci Agnieszka, magnifique conte. Merci Julia. Pourquoi? Merci à tous. Hein. Merci à Claude. Voilà. Merci à tous, hein, vraiment. Pourquoi n'utiliser qu'un seul nom quand on peut en utiliser 15 000? Oui, Lydia, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs versions. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu le premier, c'était Barbabec, après c'était Bec de Grive, après c'était Barbe de Grive, après c'était le roi Casse-Noisette. Enfin voilà, il y a eu plusieurs versions. En fait, les frères Grimm, ils ont un petit peu cherché un petit peu leur, voilà, suivant leur comment c'était retranscrit en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça vous risquez, si vous entendez le roi Bec de Grive et que vous entendez le roi Barbabec, eh ben c'est le même. C'est le même conte, sauf qu'ils ont changé le nom. C'est compliqué quand ils changent le nom, moi je vous le dis. Voilà, je trouve que c'est bien de mettre quand même un nom et d'y rester, quoi. Et oui. Alors, le mois prochain, au mois de mai, tu vas ouvrir les portes autour d'un conte magnifique aussi. Oui, d'Andersen. Oui. Oui. Alors, eh bien, ça sera La Petite Poussette. Oh, j'adore. Elle est pas plus grande qu'un pouce. Oui. Ah, ça me fait penser un petit peu, tu sais, au dessin animé Les Mini-Pousses. Oui. Tu connais? Eh bien, voilà. Et oui, bien sûr. Je connais les Mini-Pousses. Et oui, c'est un très beau conte. Et voilà, qui a aussi parlé beaucoup de nature. Hein. On va vraiment aller dans la nature. C'est pour ça que j'ai choisi ça pour le mois de mai. Parce que le mois de mai, il y a des belles fleurs. Il y a des, voilà. Ouais. Je trouvais que ça allait très, très bien avec le beau et joli mois de mai. Ça va être beau, hein, ça va être magnifique aussi. Hein. Oui. Tu nous proposes toujours des contes vraiment à part, uniques, et qui laissent une trace émotionnelle dans notre cœur également. C'est important, hein, le côté psychologique des contes, pour qu'on comprenne également, peut-être qu'il y a des choses qui nous arrivent plus ou moins en relation, tu vois, psychologique. Donc ça aide vachement. Oui, le conte, le conte, en fait, ça réveille. Ça réveille aussi une part de nous. Oui. Ça réveille aussi des situations qu'on a vécues. Et je trouve que c'est bien à travers le conte parce que c'est doux. Enfin, c'est comment dire. Voilà, on arrive à se projeter beaucoup plus facilement à travers le conte. Tout à fait. Trouve. Oui. Il y a Abus qui commente et qui dit maintenant vous savez ce qu'est une grive. Moi je savais pas du tout ce que c'est une grive. Hein. Vous regardez sur internet, vous tapez une grive, vous allez le voir en image, vous allez voir ça ressemble vraiment à la femelle du merle noir, sauf que les petites femelles elles sont marron en fait, les femelles du merle noir, et là la grive elle ressemble vraiment à la femelle du merle, et en fait la différence, elle a des petites pattes un peu rosées, légèrement rosées, et elle a un ventre blanchâtre, un peu le flanc qui est beige, et elle a des petites taches un peu brunes ou brun orangé, comme ça sur son petit ventrouillot. Hein. Oh là là. C'est trop mignon. Et tu as différentes grives. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.